Lors du dîner, maman a sifflé, je ne place que la vraie famille. Je n'ai pas eu d'assiette. Je suis sorti et j'ai appelé l'organisateur, votre invitation est annulée, mais les 50 000 $ restent. Je suis entré et j'ai dit. Je ne place que la vraie famille. Ce furent les mots exacts que ma mère, Béatrice, m'a craché tout en ajustant sa serviette en soie parfaitement repassée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait de scène. Elle a juste baissé la voix pour adopter ce ton glacial et calculateur qu'elle utilisait toujours quand elle voulait me rabaisser sans attirer l'attention des tables voisines. Je me tenais là, au milieu du restaurant le plus exclusif et le plus ridiculement cher de la ville, tenant la petite main tremblante de ma fille de 10 ans, Hazel. Les lustres en cristal au-dessus de nous projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la longue table en acajou, illuminant les visages rieurs de mes proches, des demoiselles d'honneur de ma sœur Cassandra et de divers amis de la famille. Tout le monde avait une assiette en argent devant soi. Tout le monde avait un verre à eau en cristal. Tout le monde avait une carte de menu dorée et personnalisée avec son nom clairement imprimé dessus. Tout le monde, sauf moi et ma fille. J'ai baissé les yeux vers la table, traçant l'espace vide entre mon oncle et un lointain cousin où 2 chaises auraient dû se trouver. Puis j'ai regardé Cassandra. Ma grande sœur, la future mariée, était occupée à faire semblant d'admirer sa bague de fiançailles de 3 carats. Elle évitait délibérément mon regard, brandissant son verre de champagne importé à la lumière comme si la conversation qui se déroulait à 2 pieds de là ne la concernait pas du tout. Au bout de la table était assis mon père, Richard. Il a croisé mon regard pendant une fraction de seconde avant de trouver soudainement le tissu de son pantalon de costume incroyablement intéressant. Il fixait ses genoux, choisissant le silence total, comme il le faisait toujours chaque fois que Béatrice passait à l'attaque. « Maman » a chuchoté Hazel, sa petite voix tremblante. « Maman, où est-ce qu'on s'assoit » J'ai serré sa main doucement, essayant de refouler l'énorme vague de nausée qui montait dans ma poitrine. J'ai de nouveau regardé Béatrice. Elle beurrait un morceau de pain artisanal, complètement indifférente au fait que sa petite fille de 10 ans se tenait juste derrière elle, luttant visiblement contre les larmes. « Est-ce que c'est une blague » ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement basse. J'ai conduit 3 heures dans les embouteillages aux heures de pointe pour arriver ici. Tu m'as dit spécifiquement que le dîner de répétition commençait à 7:00 précise. Béatrice a finalement levé les yeux, son expression se transformant en ce masque de confusion poli qu'elle portait si parfaitement. « Oh, Valérie, s'il te plaît, ne commence pas tes drames ici. Pas ce soir. C'est le week-end spécial de Cassandra. J'ai simplement dû faire quelques ajustements de dernière minute au plan de table. Les amis d'université de Cassandra sont arrivés plus tôt et avaient besoin d'une place pour s'asseoir. Et puisque tu es toujours si occupé avec ton travail, et que tu dis toujours que tu as des courriels à rattraper, je me suis dit que tu ne serais pas dérangé de sortir. Je n'ai commandé de la nourriture que pour le noyau familial et le cortège nuptial de toute façon. Le noyau familial. Les mots résonnaient dans ma tête fort et violemment. Je suis ta fille, ai-je dit, regardant directement dans ses yeux froids. Hazel est ta petite fille. Ne sommes-nous pas une famille ? Béatrice a soupiré de manière dramatique, levant les yeux au ciel comme si j'étais un enfant en bas âge faisant une crise au milieu d'une allée d'épicerie. Ne fais pas cela. Pas ici, a-t-elle marmonné, mâchant son pain lentement et délibérément. Hazel est un peu trop bruyante pour ce genre de lieu de luxe de toute façon, et franchement, j'ai besoin que cette soirée soit absolument parfaite. Tu peux l'emmener manger un hamburger au bout de la rue ou quelque chose comme cela. Nous vous verrons à la cérémonie demain s'il y a de la place dans les rangées du fond. J'ai senti Hazel tressaillir à côté de moi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la première larme se libérer, roulant silencieusement sur sa joue. Elle a essayé de l'essuyer rapidement avec le dos de sa main, mais le mal était déjà fait. À cet instant précis, en regardant mon enfant innocente et magnifique absorber le rejet cruel et intentionnel de sa propre grand-mère, quelque chose dans mon cerveau s'est tout simplement brisé. La fille désespérée et complaisante que j'avais été pendant 34 ans est morte juste là sur ce tapis importé onéreux. J'ai réalisé que toute ma vie avait été une audition désespérée pour un rôle que je n'allais jamais obtenir. Je n'allais jamais être l'enfant prodige. Je n'allais jamais être respecté. Je n'étais que le portefeuille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la lourde table ni jeté un verre de vin rouge au visage de ma mère, même si chaque instinct primaire de mon corps me hurlait de faire exactement cela. Au lieu de cela, j'ai pris une longue et profonde inspiration, laissant la réalité glaciale de la situation m'envahir.
D'accord, ai-je dit doucement. Je comprends parfaitement. Béatrice m'a fait un petit sourire suffisant et victorieux, supposant clairement que j'avais cédé sous la pression, comme je le faisais toujours. Bien. Maintenant, s'il te plaît, pars calmement et laisse-nous profiter de notre soirée. J'ai tourné le dos à la table, j'ai pris Hazel dans mes bras et je suis parti sans un mot de plus. Mais je n'allais pas acheter un hamburger. J'allais dans le hall pour passer un appel téléphonique qui allait transformer leur soirée parfaite en un cauchemar absolu. La climatisation dans le vaste hall du restaurant était glaciale, mais mon sang bouillait tellement que je sentais à peine le froid sur ma peau. J'ai porté Hazel jusqu'à un banc en velours moelleux près du vestiaire vide et je l'ai assise doucement. Elle sanglotait à chaudes larmes maintenant, ses petites épaules tremblant alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Elle essayait tellement fort d'être silencieuse, ce qui d'une certaine manière rendait la situation encore plus déchirante. « Pourquoi grand-mère me déteste-t-elle » a-t-elle sangloté, me regardant avec des yeux rouges et larmoyants. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que ma robe n'était pas assez jolie pour elle ?» Cette question a brisé mon cœur en 1 million de morceaux pointus. Je me suis agenouillé sur le sol en marbre devant elle, la saisissant par les épaules. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai parlé avec une conviction absolue, ayant besoin qu'elle comprenne chaque mot. « Écoute-moi, Hazel. Tu es parfaite. Ta robe est magnifique, et tu es la fille la plus intelligente et la plus gentille du monde entier. Grand-mère est brisée à l'intérieur. Elle utilise l'amour comme une arme pour blesser les gens quand elle veut se sentir puissante. Elle repousse les gens parce qu'elle est misérable et qu'elle veut que tous les autres se sentent misérables, eux aussi. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Tu m'entends ? Tu n'as jamais à mériter une place à la table de qui que ce soit. Si quelqu'un ne veut pas de toi là-bas, tu pars. » Elle a hoché la tête lentement, essuyant ses yeux avec sa manche. Je me suis levé, j'ai embrassé son front et j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac à main. J'ai fait défiler mes contacts et composé le numéro de Marcus, l'organisateur de mariage de luxe que ma sœur avait absolument tenu à engager. Marcus a décroché à la 2e sonnerie. Le bruit de fond chaotique d'une cuisine animée résonnait dans le haut-parleur. « Valérie. Salut, ma chérie. Es-tu à l'intérieur ? J'ai cru te voir franchir les portes d'entrée tout à l'heure. Marcus, j'ai besoin que tu vérifies la liste des invités pour le dîner de répétition de ce soir, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. J'ai besoin de savoir exactement quand mon nom a été retiré. Il y a eu un long silence inconfortable à l'autre bout du fil. J'ai entendu le froissement de papier épais puis le tapotement sur l'écran d'une tablette tactile. Laisse-moi voir ici. Ouah. D'accord. Il semble que ta mère m'a appelé mardi matin dernier. Elle m'a explicitement demandé de vous rayer, Hazel et toi, du plan de table et de vous remplacer par 3 des sœurs de la sororité de Cassandra. Elle m'a dit que tu avais un voyage d'affaires obligatoire soudain et que tu ne pouvais pas venir. Je suis tellement désolé, Valérie. Ne te l'ont-ils sérieusement pas dit ? Mardi. Aujourd'hui c'était samedi. Ils avaient prévu de m'humilier pendant 5 jours entiers. Ils m'ont laissé prendre congé de mon travail, acheter une nouvelle robe, faire coiffer Hazel par un professionnel et conduire 3 heures dans la circulation, sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas de chaise pour nous quand nous arriverions enfin. Je vois, ai-je répondu, ma main se resserrant sur le téléphone jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches. Marcus, laisse-moi te poser une question très importante. Quelle carte de crédit est actuellement au dossier pour tout ce week-end ? Le dîner de répétition de ce soir, les énormes compositions florales de demain, le bar ouvert de qualité supérieure, la location de la salle, tout. Quel nom figure sur le mode de paiement principal ? Eh bien, le tien évidemment, a dit Marcus, semblant légèrement confus par la question. C'est la carte d'entreprise noire que tu as autorisée le mois dernier lorsque le dernier énorme acompte était dû. 50 000 $ net. Ta mère a dit que c'était ton cadeau généreux à la mariée en raison de ta récente promotion. D'accord. Mon cadeau. Marcus, je veux que tu m'écoutes très attentivement, ai-je dit, en articulant chaque syllabe pour qu'il n'y ait aucune place pour les malentendus. Je me tiens dans le hall en ce moment. J'annule officiellement mon invitation à tout ce mariage et en tant que seule financière de cet événement, je t'informe que je retire mon financement avec effet immédiat. Coupe tout. Marcus a laissé échapper un halètement de panique aiguë. Valérie, attends. Tu ne peux pas faire cela.
Les contrats légaux sont signés. Les fournisseurs sont déjà là. L'acompte de 50 000 $ est totalement non remboursable. L'établissement garde cet argent peu importe ce qui se passe ce soir. J'ai souri, un sourire froid et impitoyable que je n'avais jamais senti sur mon propre visage auparavant. Oh, je sais que l'acompte reste, Marcus. J'ai lu le contrat attentivement. Garde les 50 000. Paye bien ton personnel travailleur ce soir, mais tu vas entrer dans cette salle à manger privée tout de suite, et tu vas informer Béatrice et Cassandra que le bar ouvert est définitivement fermé. Le bœuf wagyu de qualité supérieure qu'elles ont commandé est annulé. À moins qu'elles ne puissent produire leur propre carte de crédit pour couvrir le solde restant pour ce soir et la cérémonie de demain, tu arrêtes tout ce cirque. Valérie, es-tu absolument sûre de cela? Cela va provoquer une explosion nucléaire là-dedans, a averti Marcus, bien que je puisse entendre une pointe distincte de respect professionnel dans sa voix étouffée. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je dit. Je serai à l'intérieur dans un instant pour annoncer la nouvelle moi-même. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main en cuir, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, et je me suis penché pour prendre la main de Hazel une fois de plus. Nous allons retourner à l'intérieur pour juste une minute, ma chérie, lui ai-je dit doucement, forçant un sourire chaleureux sur mon visage. Et ensuite nous allons quitter cet endroit et aller manger la plus grosse et la plus ridiculement chère des coupes glacées de toute cette ville. Elle m'a regardé, encore un peu hésitante, mais elle a serré mes doigts et a hoché la tête. J'ai poussé les lourdes portes en chêne de la salle à manger privée. Le volume à l'intérieur avait considérablement augmenté depuis notre départ. Les gens riaient bruyamment, portaient des toasts avec des verres de champagne chers et prenaient d'interminables photos de Cassandra posant comme une reine en bout de la longue table. Béatrice tenait actuellement sa cour, racontant une histoire animée et exagérée à ma tante, ses mains s'agitant de manière dramatique en l'air. Quand je suis retourné dans la pièce, ma mère s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son sourire a disparu instantanément. Elle a laissé échapper un lourd soupir irrité, visiblement agacé que j'ai l'audace de revenir et de ruiner son esthétique parfaite. Valérie, je croyais t'avoir dit de prendre l'enfant et de partir. J'ai levé un doigt, la réduisant au silence instantanément. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas crié, mais l'autorité pure et sans complexe de ma posture a fait plonger toute la pièce dans un silence de mort. Les fourchettes ont cliqueté maladroitement contre les assiettes en porcelaine, puis se sont arrêtées complètement. Les têtes se sont tournées dans notre direction. Cassandra a baissé son verre, son visage parfaitement maquillé se tordant en un crâne hideux. Ne t'inquiète pas, mère. Je ne reste pas, ai-je annoncé, projetant ma voix pour que chaque personne dans cette grande pièce puisse m'entendre clairement. Je voulais juste m'excuser personnellement auprès de tout le monde pour avoir interrompu le dîner. Je viens juste d'être informé par Marcus, l'organisateur du mariage, que mon invitation à ce mariage a été officiellement annulée par ma propre mère mardi dernier. Des murmures anxieux ont éclaté immédiatement parmi les parents éloignés et les amis de la famille. Le visage de Béatrice a pris une teinte rouge foncée et colérique. Valérie, arrête ces absurdités tout de suite, a-t-elle sifflé, regardant nerveusement autour d'elle pour voir qui écoutait. Tu embarrasses la famille en public. Non, Béatrice, vous vous êtes embarrassée vous-même, l'ai-je corrigé, gardant un ton mortellement plat et complètement dépourvu de la soumission habituelle qu'elle attendait de moi. Mais puisque je ne suis plus considéré comme le noyau familial, et puisqu'il n'y a apparemment pas d'assiette pour moi ou mon enfant, j'ai décidé d'ajuster mon cadeau de mariage en conséquence. Cassandra s'est levée brusquement, sa lourde chaise raclant bruyamment contre le plancher en bois dur poli. De quoi parles-tu? Essaies-tu de gâcher mon week-end juste parce que tu es jalouse? J'ai regardé droit vers ma sœur, la sœur qui n'avait jamais travaillé une seule journée difficile de toute sa vie. La sœur dont j'avais discrètement payé les chaussures de créateur et les vacances de luxe au cours des 10 dernières années. Je viens de parler avec l'organisateur du mariage, Cassandra. Tu vois, l'acompte de 50 000 $ que j'ai versé le mois dernier, cela reste. L'établissement peut le garder. Considère cela comme un très généreux cadeau de départ. Mais chaque dépense à partir de cette seconde exacte, le bar ouvert de qualité supérieure dans lequel tu bois, les steaks importés que tu t'apprêtes à manger, les énormes arches florales qui sont en cours de construction pour demain, tout a été complètement coupé. Un halètement collectif a résonné dans la salle à manger. Mon oncle a failli s'étouffer avec son vin rouge, toussant violemment dans sa serviette. Mon père a finalement levé les yeux de ses genoux, son visage devenant complètement pâle d'une horreur absolue.
Tu ne peux pas faire cela, a hurlé Béatrice, abandonnant complètement sa façade polie et sophistiquée. Sa voix était aiguë, désespérée et résonnait sur les murs. La facture totale restante pour ce soir et demain s'élève à 60 000 $ supplémentaires. Alors tu ferais mieux de commencer à faire la vaisselle, mère, ai-je répondu, la fixant sans aucune empathie. Parce que la banque privée de Valérie est définitivement fermée. Tu voulais un dîner pour le noyau familial? Tu l'as. Vous pouvez le payer vous-même. Je me suis retourné. Le silence dans la pièce était si lourd et suffocant qu'il ressemblait à un poids physique pressant contre les murs. Juste avant que les lourdes portes en chêne ne se referment derrière moi, j'ai entendu le son indubitable de Marcus entrant d'un pas vif dans la pièce. Il s'est éclairci la voix bruyamment et a brandi un terminal de paiement numérique noir. « Excusez-moi, mesdames et messieurs », a annoncé Marcus, sa voix professionnelle de service à la clientèle portant parfaitement dans le couloir. « Je vais avoir besoin d'une nouvelle carte de crédit valide au dossier avant que les hors-d'œuvre ne puissent être servis. » Je ne suis pas resté pour écouter les cris qui ont inévitablement suivi. Je suis sorti directement par les portes d'entrée du restaurant, l'air frais de la nuit frappant mon visage comme une véritable bénédiction. J'ai baissé les yeux vers Hazel alors que nous marchions vers le parking. Elle ne pleurait plus. En fait, elle m'a regardé avec de grands yeux complètement émerveillés. « Maman » a-t-elle chuchoté alors que nous atteignions la voiture. « Allons-nous vraiment manger de la crème glacée maintenant ?»« Oui, mon bébé » ai-je souri, déverrouillant les portes et me sentant plus légère que je ne l'avais été en 34 ans. Nous allons manger toute la crème glacée. Le trajet de retour jusqu'à ma maison a pris presque 3 heures, mais curieusement, il m'a semblé être le trajet le plus court de toute ma vie. Les lumières brillantes de la ville défilaient de manière floue par les fenêtres de la voiture, peignant l'intérieur sombre avec des éclairs rythmiques d'orange fluo et de blanc cru. Hazel s'est profondément endormie sur la banquette arrière dans les 45 premières minutes. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Sa tête reposait doucement contre sa ceinture de sécurité, ayant l'air si paisible que cela m'a fait mal à la poitrine avec un amour féroce et protecteur. J'ai gardé la radio complètement éteinte. Le lourd silence qui remplissait la voiture était exactement ce dont mon cerveau avait besoin. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, je ne sombrais pas dans un puits profond de culpabilité toxique. Je ne me torturais pas l'esprit sur ce que j'aurais pu faire différemment ou ne m'entraînais pas aux excuses que j'offrirais normalement pour arrondir les angles. Le brouillard épais de la manipulation émotionnelle qui avait obscurci mon jugement pendant des décennies se dissipait enfin. Et ce que je voyais clairement maintenant n'était rien d'autre qu'une vérité hideuse et indéniable. Alors que je serrais le volant en cuir, mon esprit a dérivé jusqu'à mon enfance. En grandissant dans la maison de mes parents, l'amour n'a jamais été un droit acquis. C'était une monnaie hautement compétitive, et ma mère était la banque centrale impitoyable. Cassandra, avec son charme naturel et son sourire de reine de beauté, se voyait toujours remettre absolument tout sur un plateau d'argent. Elle était l'enfant prodige incontesté. Celle qui n'avait jamais à faire les corvées du week-end. Celle qui a reçu une voiture de sport toute neuve pour son 16e anniversaire. Celle dont les énormes erreurs étaient simplement balayées comme de mignons petits accidents. Moi, d'un autre côté, j'étais le bourreau de travail désigné. J'étais celle qui devait gagner sa vie chaque jour. Si je rapportais un A- à un test de mathématiques, ma mère croisait les bras et exigeait de savoir pourquoi ce n'était pas un A+. Si je passais des heures à frotter les sols de la cuisine, Béatrice passait lentement son doigt sur le comptoir en marbre, trouvait un seul grain de poussière microscopique et le signalait juste pour me rappeler que je n'étais pas tout à fait assez bonne. J'ai appris très tôt que la seule façon possible d'obtenir une once d'attention positive de mes parents était d'être incroyablement, indéniablement utile. Alors, je me suis rendu utile. J'ai occupé 3 emplois différents pendant l'université pendant que Cassandra faisait la fête. Je me suis battu pour entrer dans une société financière très compétitive au centre-ville de Chicago. Je suis devenu consultante financière principale avant même d'avoir eu 30 ans. J'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Et miraculeusement, au moment où mon compte bancaire a commencé à croître, l'intérêt soudain et écrasant de ma mère pour ma vie a fait de même. Soudain, j'étais incluse dans les discussions de groupe familial quotidiennes. Soudain, mes parents se vantaient d'être fiers de moi. Mais cette fierté s'accompagnait toujours d'une étiquette de prix très élevée. Cela a commencé petit au début, payer pour un dîner de famille chic ici, couvrir le loyer hors de prix de Cassandra pour un mois là. Puis cela a dégénéré rapidement.
Chaque fois qu'il y avait une crise, Béatrice m'appelait, pleurant faussement au téléphone, parlant sans fin de la façon dont la famille prend soin de la famille. Et moi, pathétique et désespéré pour cette validation éphémère, j'ouvrais toujours mon portefeuille. Lorsque mon ex-mari et moi avons divorcé il y a 3 ans, ma famille a à peine pris de mes nouvelles. Ils n'ont pas apporté de plats préparés ni proposé de garder à zèle, mais ils n'ont certainement pas arrêté de demander des faveurs financières. En fait, Béatrice a eu le toupet absolu de suggérer que mon divorce était le résultat direct du fait que je travaillais trop d'heures, me blâmant subtilement pour l'échec de mon mariage, tout cela alors qu'elle était assise dans un complexe hôtelier de luxe sur la plage que j'avais entièrement payé. Je les avais laissés me traiter comme un distributeur automatique de billets ambulants parce qu'une partie brisée et non guérie de mon enfant intérieur croyait encore bêtement que si je payais simplement assez, si je sacrifiais simplement assez, il finirait par m'aimer pour ce que j'étais. Pas pour ce que je pouvais fournir. Mais voir ma fille pleurer dans le hall de ce restaurant froid a brisé cette pathétique illusion pour toujours. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ma limite de crédit. Et le pire, c'était qu'ils s'estimaient entièrement et fondamentalement en droit d'en disposer. J'ai tourné le volant, prenant la sortie vers mon quartier de banlieue calme. La colère que je ressentais en ce moment n'était plus brûlante et explosive. Elle était glaciale. Elle était calculatrice. Et elle était entièrement concentrée sur le démantèlement de l'énorme empire financier que j'avais accidentellement construit pour eux. Pour vraiment comprendre la panique chaotique absolue qui devait se produire dans ce restaurant en ce moment, il faut comprendre l'immense et fragile toile de mensonges que ma mère avait soigneusement tissée au cours des 15 dernières années. Béatrice était une femme complètement obsédée par son image publique. Elle avait désespérément besoin que ses amis fortunés du country club local croient qu'elle et mon père venaient de vieilles familles riches, qu'ils étaient financièrement dans l'élite, sophistiqués et indépendants financièrement. La réalité factuelle était que mon père était un comptable cadre moyen à la retraite et que ma mère n'avait pas occupé d'emploi rémunéré depuis les années 1980. Leur revenu de retraite fixe combiné couvrait à peine leurs taxes foncières annuelles. Alors, comment diable pouvaient-ils se permettre les luxueuses croisières océaniques en Europe chaque été? Le véhicule utilitaire sport de luxe tout neuf garé dans leur allée tous les 3 ans, les énormes rénovations de la cuisine, l'offre infinie de sacs à main de créateurs que Cassandra exhibait constamment sur ses pages de réseaux sociaux. Ils se le permettaient grâce à moi. Mais Béatrice ne pourrait jamais avouer ce fait humiliant à son cercle social. Cela détruirait entièrement son ego fragile de confesser qu'elle dépendait complètement financièrement de la même fille qu'elle critiquait constamment en public. Alors elle a inventé un mensonge brillant, infaillible et très pratique. Elle a raconté à tout le monde dans notre famille élargie et à toutes les dames de son country club que mon père avait reçu un énorme héritage secret d'un parent éloigné et riche en Angleterre. Elle affirmait que cet héritage fictif était soigneusement placé dans un fonds en fiducie à haut rendement qui leur permettait prétendument de vivre leur style de vie somptueux et sans stress. Chaque fois que ma tante fouineuse demandait comment il pouvait se permettre d'envoyer Cassandra dans des vacances spontanées d'un mois à Bali, Béatrice se contentait de sourire poliment. De prendre une gorgée délicate de son thé glacé et de mentionner vaguement à quel point ils étaient bénis par l'héritage. C'était l'histoire de couverture parfaite. Personne ne demande de déclaration de revenus lors d'une fête dans un jardin. Derrière des portes closes, la réalité était entièrement différente. J'étais l'héritage. Au fil des années, pour me faciliter la tâche et arrêter les appels téléphoniques constants demandant des virements de fonds, je les avais bêtement ajoutés comme utilisateurs autorisés sur mes comptes personnels. Cela a commencé avec une simple carte de crédit d'urgence pour mes parents à garder dans leur boîte à gants. Puis Cassandra a soudainement eu besoin d'une carte pour les manuels universitaires, ce qui s'est rapidement transformé en financement de tout son style de vie sociale tout au long de ses 20 ans. Avant même de réaliser ce qui se passait, je m'étais empêtré dans un réseau complexe et inéluctable de dépenses familiales partagées. Je payais leur assurance automobile de qualité supérieure. Je payais leurs factures de téléphone cellulaire illimité. Je payais leur forfait de télévision par câble et de diffusion en continu de qualité supérieure. J'avais même un compte chèque conjoint avec mon père spécifiquement configuré pour couvrir automatiquement leurs paiements hypothécaires chaque fois qu'ils étaient inévitablement à court à la fin du mois. Ils vivaient dans un monde de fantaisie complet, glissant nonchalamment des cartes noires avec mon nom imprimé dessus, jouant aux riches pendant que je travaillais des semaines épuisantes de 60 heures à analyser les tendances du marché juste pour que toutes leurs machines fonctionnent sans heurts. Ils s'étaient tellement habitués à ce flux continu d'argent qu'ils avaient complètement cessé de le voir comme une faveur. C'était devenu une attente de base, un droit humain fondamental.
Je me souviens vivement d'un dîner de Thanksgiving il y a quelques années. J'avais gentiment évoqué le fait que mes économies personnelles prenaient un coup énorme à cause de la décision soudaine et coûteuse de Cassandra d'aller dans une école de cuisine, une école que je payais entièrement. Béatrice m'avait littéralement ri au nez. « Oh, Valérie, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique, » avait-elle dit, versant nonchalamment de la sauce chaude sur sa dinde rôtie. « Tu gagnes plus qu'assez dans cette entreprise à toi. La famille est de la famille. De plus, il est de ton devoir de t'assurer que ta sœur réussit dans la vie. Tu es la forte. La forte. » J'ai réalisé bien plus tard que c'était simplement leur mot de code interne pour désigner celle qui paie les factures. En garant ma voiture dans mon garage sombre et en coupant enfin le moteur, j'ai réalisé à quel point j'avais profondément encouragé leur délire toxique. J'avais construit une forteresse impénétrable de sécurité financière autour d'eux, les protégeant des conséquences sévères de leur propre paresse financière. J'avais littéralement financé l'image polie et fausse qu'ils aimaient montrer au monde. Et maintenant, j'allais brûler cette forteresse jusqu'aux fondations. Sans mon argent affluant constamment, le grand mensonge de l'héritage s'effondrerait instantanément. Les dames du country club verraient la vérité. La famille élargie verrait la vérité. Ils seraient violemment exposés, non seulement comme des fraudeurs, mais comme des adultes majeurs qui ne pouvaient même pas payer leur propre repas au restaurant sans que leur fille négligée ne règle discrètement la note énorme. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, j'ai fait le tour à l'arrière de la voiture et j'ai pris soigneusement Hazel dans mes bras. Elle est restée profondément endormie, respirant doucement contre mon épaule. Je l'ai portée à l'intérieur de la maison silencieuse, j'ai verrouillé la lourde porte d'entrée et je l'ai couchée dans son lit, tirant les couvertures chaudes jusqu'à son menton. Je suis resté dans l'embrasure de sa porte pendant un long moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Je me suis promis là, sur le champ, qu'elle ne grandirait jamais en pensant que l'amour était une transaction financière. Puis j'ai marché directement dans le couloir jusqu'à mon bureau à domicile, j'ai allumé mon ordinateur portable et je me suis préparé à lâcher la vraie bombe. Avant même de pouvoir commencer à démanteler les comptes, je devais m'asseoir là et affronter la raison exacte et exaspérante pour laquelle nous étions même à ce ridicule dîner de répétition à 50 000 $ en premier lieu. Le mariage n'était jamais censé être cet événement massif, cinématographique et démesuré. Quand Cassandra s'est fiancée, cela devait être une cérémonie modeste et élégante dans un jardin botanique local avec peut-être 50 invités proches. Mais il y a exactement 3 mois, tout a changé. J'ai reçu une énorme promotion dans ma société financière. J'ai été officiellement nommée associée directrice, portant mon revenu annuel à un niveau dont je n'avais fait que rêver quand j'étais une étudiante fauchée. C'était l'aboutissement incroyable d'une solide décennie de travail acharné, de nuits sans sommeil, de déjeuners sautés et d'un stress implacable et écrasant. Comme une idiote complète, j'ai partagé la bonne nouvelle dans notre discussion de groupe familial. J'étais sincèrement fier de moi. Je voulais bêtement que mes parents disent enfin qu'ils étaient fiers de moi, eux aussi. Au lieu de simples félicitations, mon téléphone a sonné moins de 10 minutes plus tard. C'était Béatrice. Elle n'a posé aucune question sur mon nouveau titre professionnel. Elle n'a pas posé de questions sur mes nouvelles responsabilités ou sur la façon dont je comptais célébrer. Ses tout premiers mots quand j'ai répondu au téléphone ont été « Valérie, c'est une bénédiction absolue de Dieu. Le mariage de Cassandra n'est que dans 3 mois, et ce nouveau revenu est exactement ce dont nous avions besoin. » Ce qui a suivi a été une véritable leçon magistrale de manipulation émotionnelle. Béatrice a affirmé que Cassandra était profondément déprimée parce que la famille de son nouveau fiancé était incroyablement riche et que notre famille avait désespérément besoin de montrer que nous pouvions égaler leur statut social élevé. Elle a brossé un tableau pathétique et déchirant de ma sœur de 30 ans pleurant pour s'endormir chaque nuit parce que son mariage aurait l'air bon marché et embarrassant comparé au mariage de ses amis riches. « Tu as tout ce nouvel argent maintenant, Valérie ?» avait dit Béatrice, sa voix dégoulinant de cette douceur toxique et culpabilisante. À quoi sert une promotion majeure si tu ne peux pas l'utiliser pour offrir à ta sœur unique le jour le plus important de toute sa vie? C'est ton devoir en tant que sœur aînée. Tu ne veux pas qu'elle soit humiliée devant sa belle famille, n'est-ce pas? Pense à la réputation de la famille. Nous devons maintenir notre rang. Elle a utilisé les mots-clés commerciaux exacts dont elle savait qu'ils déclencheraient mes anxiétés les plus profondes. Elle a parlé sans fin de la façon dont ce mariage était une promotion massive pour la position sociale globale de notre famille. Elle a parlé d'héritage. Elle a parlé d'obligation morale. Contre mon meilleur jugement et ignorant les sonnettes d'alarme hurlantes dans ma tête, j'ai cédé.
J'ai accepté de couvrir le lieu de luxe, la restauration haut de gamme et le ridicule dîner de répétition. J'ai remis ma carte d'entreprise noire directement à l'organisateur du mariage, Marcus, avec une limite financière très stricte. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant pour eux. Dès l'instant où l'argent a été sécurisé et les contrats signés, leur attitude envers moi est immédiatement redevenue de la pure irritation. Je n'étais plus la généreuse sauveuse. Je n'étais que l'ennuyeuse directrice de banque avec laquelle ils devaient traiter. Ils m'ont délibérément exclu des essayages de la robe de mariée. Ils m'ont commodément laissé de côté lors des coûteuses dégustations de gâteaux. Et finalement, comme je venais de l'apprendre, ils ont complètement annulé mon invitation parce qu'ils avaient désespérément besoin de l'espace dans la salle à manger pour des personnes qu'ils aimaient vraiment. Ils voulaient ardemment les fruits financiers de ma promotion, mais ils ne voulaient absolument pas de moi dans la pièce. Assise seule dans la faible lumière de mon bureau à domicile, la lueur vive de l'écran d'ordinateur illuminant mon visage, j'ai ressenti un étrange et magnifique sentiment de clarté. Le piège de la promotion s'était enfin refermé, mais c'était eux qui étaient pris au piège à l'intérieur, pas moi. Ils avaient agressivement amélioré tout leur style de vie pour ce week-end de mariage spécifique uniquement sur la base d'un argent qu'ils ne possédaient pas réellement. J'ai ouvert un tout nouvel onglet sur mon navigateur internet et j'ai navigué directement vers mon tableau de bord bancaire principal. J'ai pris une longue gorgée d'eau glacée. Mes mains, qui tremblaient il y a seulement 2 heures, étaient maintenant complètement stables. Il était enfin temps de couper les ponts. L'horloge numérique lumineuse dans le coin inférieur de l'écran de mon ordinateur indiquait exactement 11h45 du soir. La maison était d'un calme plat. Le seul son dans toute la pièce était le doux clic rythmique de la souris de mon ordinateur alors que je naviguais agressivement à travers 15 années d'enchevêtrement financier toxique. J'ai commencé immédiatement par les cartes de crédit. J'ai cliqué directement sur l'onglet des utilisateurs autorisés pour mon compte principal Platine. Ils étaient là, alignés sur l'écran comme des parasites attachés à un hôte. Béatrice Mitchell, Richard Mitchell, Cassandra Mitchell. D'un seul clic, j'ai sélectionné le nom de Cassandra. Un message d'avertissement rouge vif est apparu sur l'écran demandant si j'étais absolument sûr de vouloir supprimer cet utilisateur et de mettre fin à ses privilèges de carte immédiatement. J'ai cliqué sur confirmer sans ciller. Juste comme cela, son fonds de magasinage d'urgence, son allocation quotidienne de café et tout son filet de sécurité financière se sont volatilisés. Ensuite c'était ma mère. Supprimer. Confirmer. Puis mon père. Supprimer. Confirmer. Je suis passé rapidement au compte chèque partagé. J'ai transféré chaque centime du compte conjoint que je détenais avec mon père directement dans mon propre compte d'épargne privée hautement sécurisé. J'ai laissé un solde restant d'exactement $0. J'ai ensuite navigué vers les paramètres du compte et j'ai définitivement annulé la protection automatique contre les découvertes qui les avaient sauvés de rejeter des dizaines de chèques au cours des 5 dernières années. Puis est venue la liste interminable des factures mensuelles récurrentes. Je me suis connecté au site web du fournisseur de téléphonie cellulaire. J'ai impitoyablement retiré leurs 3 lignes téléphoniques de mon forfait familial illimité, coupant effectivement leurs données, leurs messages textes et leurs services d'appel à la fin absolue du cycle de facturation, qui par coïncidence se trouvait être demain à minuit. Je me suis connecté au portail de l'assurance automobile ensuite et j'ai retiré la berline de luxe onéreuse de Cassandra de ma police de qualité supérieure. Si elle voulait conduire jusqu'à sa propre lune de miel la semaine prochaine, elle conduirait complètement sans assurance à moins de trouver magiquement comment la payer elle-même. J'ai passé en revue chaque ligne de dépenses sur mon budget. J'ai annulé le forfait de télévision par câble de qualité supérieure. J'ai annulé les ridicules cotisations du country club qui étaient automatiquement prélevées sur mon compte chèque le premier jour de chaque mois. J'ai complètement rompu tous les modes de paiement d'urgence liés à leur nom. J'ai mis fin à chaque approbation automatique de réservation liée à de futurs événements familiaux. Il m'a fallu moins de 45 minutes pour défaire complètement une décennie et demie de dépendance financière massive. Je me suis penché en arrière dans mon lourd fauteuil de bureau en cuir et j'ai fixé l'écran lumineux. Le tableau de bord bancaire n'affichait plus qu'un seul nom, Valérie. Juste Azel et moi. Pendant un bref instant fugace, j'ai ressenti un pincement fantôme de culpabilité familière, un réflexe résiduel construit par des années de conditionnement psychologique intense. J'ai imaginé mon père âgé debout à la station-service le lendemain matin, sa carte étant refusée devant une file de gens. J'ai imaginé ma mère assise dans le salon de coiffure de luxe, complètement humiliée lorsque la réceptionniste lui dirait que le paiement a échoué.
Mais ensuite, je me suis souvenu du visage taché de larmes d'Azel dans le hall de ce restaurant glacial. Je me suis souvenu des lourdes larmes coulant sur ses petites joues. Je me suis souvenu du ton froid, suffisant et arrogant dans la voix de ma mère alors qu'elle me disait d'emmener mon enfant manger un hamburger bon marché au bout de la rue. La culpabilité s'est évaporée instantanément, remplacée par un sentiment de justice profond, solide et incassable. J'ai fermé mon ordinateur portable, mis mon téléphone cellulaire en sourdine et marché dans le couloir pour aller me coucher. Pour la première fois en 15 longues années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois pour vérifier mes courriels professionnels ou m'inquiéter de régler les urgences coûteuses de quelqu'un d'autre. La bombe avait été lâchée avec succès. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre le matin pour entendre l'énorme explosion. Le matin du mariage est arrivé avec un lever de soleil calme et paisible qui filtrait doucement à travers les fenêtres de ma chambre. Je me suis réveillé naturellement sans l'anxiété tonitruante d'un réveil. Je me suis étiré, j'ai enfilé ma robe de chambre usée préférée et je suis descendu à la cuisine. J'ai décidé de faire des crêpes au beurre maison pour Azel, prenant mon temps pour mélanger la pâte, profitant du silence simple et domestique de ma propre maison. Il était exactement 8h15 du matin quand mon téléphone portable, posé sur l'îlot de la cuisine, a commencé à vibrer de manière incontrôlable. Il a bourdonné, s'est arrêté pendant 3 secondes, puis a recommencé à bourdonner selon un rythme implacable et frénétique. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, j'ai pris le téléphone et j'ai regardé l'écran de verrouillage. J'avais 62 messages textes non lus et 7 appels manqués. Le tout premier appel manqué ne venait pas de ma famille. C'était de Marcus, l'organisateur du mariage, laissé à exactement 7h30 du matin. Je n'avais pas besoin d'écouter le message vocal pour savoir de quoi il s'agissait. Le lieu avait officiellement exigé le paiement final pour la restauration et les compositions florales avant de commencer à installer la salle de bal, et Béatrice leur avait remis avec confiance un morceau de plastique qui était maintenant entièrement sans valeur. Les messages textes dans la discussion de groupe familial ironiquement intitulé Le grand jour de Cassandra étaient un chef-d'œuvre chaotique de panique croissante. À 7h45, Cassandra avait envoyé un message texte « Valérie, je suis au spa de mariage de luxe avec les filles. La réceptionniste dit que ta carte est refusée pour le forfait maquillage de $500. Appelle la banque tout de suite et lève l'alerte de fraude. » C'est tellement embarrassant. 10 minutes plus tard, Béatrice est intervenue. « Valérie, décroche ton téléphone. Marcus menace de retirer les arches florales. Il dit que le paiement n'est pas passé. Règle cela immédiatement. » À 8h00, le ton était passé des exigences agacées à l'hystérie absolue et débridée. Cassandra a envoyé un message vocal transcrit en texte qui disait « Il demande littéralement à mes demoiselles d'honneur de payer pour leur propre coiffure. Est-ce que tu nous ignores exprès? Tu ruines ma matinée de mariage. » Je me tenais là dans ma cuisine, sirotant mon café chaud fraîchement infusé, regardant les bulles de texte apparaître les unes après les autres. L'odeur de beurre fondu et de sirop d'érable remplissait l'air, créant un contraste saisissant et magnifique avec la tempête numérique massive qui se déroulait sur mon écran. Je ne ressentais absolument rien pour eux. Aucune sympathie, aucune envie de voler à leur secours pour sauver la situation. Les messages frénétiques donnaient l'impression de provenir de parfaits inconnus. Ils étaient bloqués dans un salon haut de gamme qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le lieu du mariage retenait en otage leurs fleurs importées de luxe. Le personnel de restauration de qualité supérieure emballait probablement leur coûteux bœuf wagyu et le remplaçait par n'importe quelle option de poulet bon marché qu'ils avaient dans le congélateur. Tout cela parce que la banque privée de Valérie avait fermé ses portes définitivement. J'ai pris une autre longue gorgée de mon café, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. J'ai glissé doucement mon pouce sur l'écran, fermé l'application de messagerie et suis retourné faire sauter les crêpes. Azel est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, frottant le sommeil de ses yeux, complètement ignorante qu'à des kilomètres de là, sa grand-mère et sa tante subissaient actuellement l'humiliation publique exacte qu'elle lui avait si nonchalamment infligée la veille au soir. Nous terminions tout juste notre petit déjeuner quand mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, l'identification de l'appelant clignotant sur l'écran indiquait simplement mère. J'ai laissé sonner 3 fois avant de finalement toucher le bouton vert de réponse et de presser le téléphone contre mon oreille. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire bonjour. Valérie, a hurlé Béatrice, sa voix si aiguë et si forte que j'ai dû éloigner le téléphone à quelques pouces de ma tête. Que se passe-t-il avec les comptes? Je me tiens au milieu du hall de l'hôtel avec Marcus et il me dit que tes cartes ne sont pas seulement refusées, elles sont entièrement désactivées.
Tu dois appeler ta banque à la seconde même et autoriser les frais. As-tu la moindre idée d'à quel point c'est embarrassant? J'ai avalé ma bouchée de crêpes, j'ai pris une respiration lente et profonde et j'ai parlé d'une voix parfaitement calme, complètement stable et froide comme la glace. Il n'y a absolument rien d'anormal avec la banque, mère, ai-je dit. Je vous ai tous retiré de mes comptes hier soir. Vos cartes sont désactivées parce que ce sont mes cartes, et vous n'avez plus ma permission de les utiliser. Le silence à l'autre bout du fil était si lourd qu'il aurait pu écraser du béton. Je pouvais entendre le bruit de fond faible et chaotique du hall de l'hôtel, mais Béatrice elle-même avait cessé de respirer. Quand elle a enfin repris la parole, sa voix avait abandonné le ton exigeant pour passer directement à la culpabilisation toxique familière sur laquelle elle s'était appuyée pendant 30 ans. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-elle sifflé, le venin absolu dégoulinant de chaque syllabe. C'est ainsi que tu nous remercies le jour du mariage de ta sœur unique. Tu essaies délibérément de détruire le bonheur de Cassandra parce que tu es une femme amère et jalouse. J'ai failli rire de l'absurdité absolue de sa déclaration. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Que avaient-ils fait exactement? Des années de critiques constantes, de culpabilité sans fin, traitant mon enfant innocente comme une arrière-pensée encombrante. Toute mon enfance a défilé dans mon esprit et a dispersé des souvenirs douloureux d'affection conditionnelle et de punition émotionnelle parfaitement déguisés en éducation. Vous vous êtes humilié à l'instant précis où vous avez fait sentir à ma fille qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre famille, ai-je répondu doucement, refusant d'égaler son énergie frénétique. Tu m'as dit que je n'étais pas le noyau familial. Tu m'as dit que je ne méritais pas une place à la table. Alors j'ai pris mon argent et j'ai quitté la table. Sa voix a baissé d'un ton, devenant plus froide et plus désespérée. Si tu ne répares pas cela tout de suite, Valérie, si tu ne transfères pas les fonds à l'instant, nous allons être jetés hors de ce lieu. Je ne te pardonnerai jamais cela. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. J'ai regardé de l'autre côté de l'îlot de la cuisine vers Hazel. Elle mangeait joyeusement son petit déjeuner, fredonnant une petite chanson pour elle-même, en toute sécurité et entièrement aimée. Bien, ai-je dit en souriant dans le téléphone. Peut-être que maintenant tu comprendras enfin ce que l'on ressent vraiment lors d'une humiliation publique. Passe un beau mariage, Béatrice. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai appuyé sur le bouton rouge pour raccrocher et je suis immédiatement allé dans mes paramètres pour bloquer définitivement son numéro. J'ai fait de même pour Cassandra, puis j'ai bloqué mon père pour faire bonne mesure. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, sentant un poids massif et écrasant se soulever de mes épaules. La confrontation était terminée. Le pont était enfin brûlé et le feu était incroyablement chaud. À 2:00 de l'après-midi, alors qu'Hazel et moi étions en train de profiter d'un film en matinée au cinéma local, la guerre sur les réseaux sociaux a officiellement commencé. Puisqu'elle ne pouvait plus me joindre directement par téléphone, Cassandra et Béatrice ont déployé leur prochaine arme préférée, la manipulation publique et le tribunal de l'opinion de la famille élargie. J'ai ouvert mon application de réseaux sociaux en attendant dans la file d'attente pour du maïs soufflé et j'ai vu que Cassandra avait publié un égo-portrait hautement dramatique, le visage taché de larmes dans sa robe de mariée blanche. La légende était un chef-d'œuvre de victimisation professionnelle. On y lisait, le cœur brisé. Vous ne savez jamais vraiment qui sont vos vrais ennemis jusqu'au jour le plus important de votre vie. Ma propre sœur a décidé de saboter malicieusement ma matinée de mariage par pure jalousie absolue. S'il vous plaît, priez pour ma famille et moi alors que nous essayons de sauver ce qu'il reste de mon jour spécial. Dies trahi dies désastre de mariage. Elle n'a pas mentionné les $50 000 que j'avais déjà payés. Elle n'a pas mentionné l'exclusion cruelle de ma fille. Elle a soigneusement édité tout le récit pour se peindre comme la mariée tragique et innocente et moi comme la méchante riche et instable. Dans les minutes qui ont suivi, les singes volants ont commencé leur attaque. Mon téléphone a commencé à s'allumer avec des appels entrants de tantes, d'oncles et de cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 5 ans. Ils sortaient tous de l'ombre, armés d'une indignation vertueuse, prêts à me faire la leçon sur la loyauté, le pardon et le lien sacré de la famille. J'ai ignoré les 10 premiers appels. Mais lorsque ma tante Suzanne, la sœur aînée agressivement fouineuse de Béatrice, a appelé pour la 4e fois consécutive, j'ai décidé de répondre. Valérie Mitchell, je n'arrive pas à croire ce que j'entends, a aboyé tante Suzanne dans le récepteur, omettant complètement toute salutation polie. Ta mère est en larmes. Comment peux-tu abandonner ta propre chair et ton propre sang un jour comme aujourd'hui? L'argent n'est que de l'argent, Valérie.
La famille, c'est pour toujours. Tu dois t'excuser et réparer ce gâchis tout de suite. Je suis sorti de la zone bruyante des concessions et je me suis avancé dans un couloir calme. Tante Suzanne, ai-je demandé calmement. Est-ce que ma mère t'aurait mentionné ce qu'elle a fait hier soir? Non, a balbutié Suzanne, prise légèrement au dépourvu par mon ton. Elle a juste dit que tu avais eu une crise de nerfs massive et que tu avais coupé ses cartes de crédit. Eh bien, laisse-moi combler les détails manquants, ai-je dit, ma voix stable et ferme. Hier soir, au dîner de répétition pour lequel j'ai payé 50 000 $, Béatrice a regardé ma fille de 10 ans en pleurs dans les yeux et lui a dit qu'il n'y avait pas de chaise pour elle à la table parce qu'elle n'était pas considérée comme le noyau familial. Elle m'a dit d'emmener Hazel manger un hamburger bon marché. Alors, j'ai pris mon enfant et j'ai pris mon argent et je suis parti. Le silence qui a suivi du côté de tante Suzanne était absolument assourdissant. C'était drôle de voir comment personne ne semblait se soucier du pardon ou de la loyauté familiale quand mon enfant était celle qui se tenait là à pleurer lors d'un dîner. Est-ce que Béatrice t'a raconté cette partie de l'histoire, ai-je insisté, refusant de la laisser s'en tirer. Non, a chuchoté Suzanne, sa colère vertueuse se dégonflant soudainement en un choc maladroit. Non, elle ne m'a pas dit cela. Ils ne le font jamais, ai-je répondu. Ne m'appelle plus jamais à ce sujet, Suzanne. J'ai raccroché, bloqué son numéro et je suis retourné dans la salle de cinéma. Il pouvait publier tous les égoportraits en larmes qu'il voulait. Il contrôlait le récit sur les réseaux sociaux, mais il ne contrôlait plus le portefeuille, et c'était la seule chose qui comptait vraiment. Tard dans l'après-midi, juste au moment où le soleil commençait à se coucher et à projeter de longues ombres sur ma pelouse avant, la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone et j'ai ressenti une soudaine poussée d'irritation. Debout sur mon porche, transférant nerveusement son poids d'un pied à l'autre, se trouvait mon père, Richard. Il était censé accompagner sa plus jeune fille à l'hôtel dans moins de 2 heures. Au lieu de cela, il se tenait sur mon porche dans son smoking onéreux sur mesure, ayant l'air incroyablement fatigué, vieux et vaincu. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais je ne me suis pas écarté pour le laisser entrer. Je me tenais carrément dans l'embrasure de la porte, les bras croisés fermement sur ma poitrine. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé à entrer pour voir Hazel. Il m'a juste regardé avec ses yeux tristes et pathétiques qu'il utilisait toujours quand il voulait que je règle un problème qu'il était trop lâche pour gérer lui-même. Valérie, s'il te plaît, a-t-il dit, la voix se brisant légèrement. Ta mère fait une véritable dépression nerveuse dans la suite nuptiale. La direction de l'établissement menace de fermer le bar ouvert et de servir de l'eau du tapinet. Cassandra a tellement pleuré que sa maquilleuse a abandonné et est rentrée chez elle. S'il te plaît, ma chérie, réactive juste les cartes de crédit pour aujourd'hui. Nous pourrons nous asseoir et parler du plan de table demain comme des adultes raisonnables. Je te promets que je forcerai ta mère à s'excuser. Je l'ai fixé, absolument dégoûté par sa présence. La lâcheté pure et incroyable de l'homme qui se tenait devant moi était suffocante. Il ne se souciait pas du fait que sa petite fille avait été publiquement humiliée. Il ne se souciait pas des abus émotionnels que j'avais endurés pendant des décennies. Il voulait juste que les cris dans ses oreilles s'arrêtent. Il voulait que sa fausse vie confortable et financièrement se reprenne, et il était prêt à me vendre pour l'obtenir. Papa, ai-je dit, gardant ma voix d'un calme terrifiant. Où étais-tu hier soir quand maman a dit à Hazel qu'il n'y avait pas de place pour elle? Richard a tressailli, baissant les yeux vers ses chaussures en cuir poli. Valérie, tu sais comment ta mère devient quand elle est stressée par les événements sociaux. Elle ne le pensait pas de la manière dont cela a sonné. Elle était juste dépassée par l'arrivée des amis d'université. Tu es resté assis là, ai-je continué, ignorant son excuse pathétique. Tu as regardé tes genoux, et tu l'as laissé briser le cœur de ta petite fille parce que tu es trop faible pour jamais lui tenir tête. Tu es resté là dans un silence complet pendant 30 ans pendant qu'elle me détruisait morceau par morceau juste pour que tu puisses avoir une soirée paisible à regarder la télévision. Il a levé les yeux vers moi, des larmes se formant au coin de ses yeux. Je te demande une faveur, Valérie. Juste pour passer au travers de ce week-end. Tu n'as plus le droit de me demander des faveurs, Richard, ai-je dit, ma voix se durcissant comme de l'acier. La banque est fermée. Le mensonge de l'héritage est terminé. Béatrice et toi allez devoir trouver comment payer vos propres vies à partir de maintenant. Tu ferais mieux de retourner à la salle avant qu'il ne commence à te faire payer le stationnement. J'ai reculé,
saisis la lourde porte d'entrée et je l'ai refermée fermement juste au nez et à la barbe de mon père. J'ai verrouillé le pen dormant, je me suis retourné et je suis retourné dans le salon où Hazel regardait des dessins animés. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'incroyable adrénaline valorisante d'avoir enfin tenu tête à l'homme qui avait toujours refusé de me défendre. Quand le lundi matin est enfin arrivé, je ne suis pas allé directement à mon bureau d'entreprise. Au lieu de cela, j'ai conduit au centre-ville jusqu'à un élégant bâtiment moderne en verre et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Je rencontrai Sarah, une avocate impitoyable et incroyablement brillante qui avait géré ma procédure de divorce 3 ans auparavant. Pendant mon divorce, alors que nous démêlions mes actifs personnels, Sarah avait jeté un coup d'œil à mes relevés financiers et m'avait averti que la dépendance financière massive de ma famille à mon égard était malsaine, très inhabituelle et incroyablement dangereuse. Elle m'avait fortement encouragé à établir des limites légales à l'époque, mais j'avais continué à le repousser parce qu'une petite partie naïve de moi espérait encore que mes parents finiraient par m'aimer sans condition. Cette illusion était maintenant morte et enterrée, et j'étais enfin prête à écouter ses conseils juridiques. Je me suis assise en face du bureau massif en acajou de Sarah, sirotant un verre d'eau pétillante pendant qu'elle tapait agressivement sur son clavier, affichant les différents documents dont nous avions besoin. Je veux que chaque lien légal et financier soit complètement rompu, lui ai-je dit, plaçant un épais dossier de relevés bancaires imprimé sur son bureau. Je veux que mon nom soit complètement retiré de leur police d'assurance automobile. Je veux être retiré en tant que garante principale des prêts parents qu'ils ont contractés pour le diplôme de premier cycle de Cassandra. Je veux dissoudre officiellement le compte d'épargne conjoint et je veux rédiger une lettre officielle de mise en demeure les empêchant de contacter mon employeur ou l'école de ma fille. Sarah a souri, un sourire prédateur et très satisfait. Elle n'a pas demandé le contexte émotionnel. Elle s'est tout de suite mise au travail. J'adore une femme qui se réveille enfin, a-t-elle dit, faisant glisser une pile de documents juridiques sur le bureau vers moi. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons méthodiquement franchi chaque étape finale. Nous avons dissous les comptes partagés. Nous avons officiellement mis fin aux autorisations financières. Nous avons supprimé toutes les protections juridiques que mon revenu d'entreprise leur avait accordées. J'ai également rédigé un nouveau testament inattaquable et mis en place un fonds en fiducie hautement protégé pour Hazel, garantissant que s'il m'arrivait quoi que ce soit, ma mère et ma sœur ne pourraient jamais toucher un seul centime de ma richesse accumulée. À midi, chaque dernier fil juridique reliant mes finances durement gagnées à ma famille toxique avait été officiellement coupé. J'ai signé le dernier morceau de papier, posé le lourd et onéreux stylo et je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. La pile massive de documents posés sur le bureau de Sarah représentait une vie d'exploitation, proprement ficelée et légalement terminée. Chaque signature que j'avais écrite m'a donné l'impression de retirer une lourde brique suffocante du sac à dos massif que je portais depuis que j'étais adolescente. Je suis sorti du cabinet d'avocat et je suis entré dans la lumière éclatante du lundi après-midi. Pour la première fois de ma vie professionnelle, le chèque de paie massif que je recevrais vendredi appartenait entièrement à moi et à ma fille. Il n'y avait plus de fonds d'urgence familiaux à réserver. Il n'y avait plus de vacances de luxe à commanditer silencieusement. Il n'y avait que mon avenir, complètement propre et entièrement sous mon propre contrôle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé la radio et j'ai conduit jusqu'au travail en me sentant plus légère que l'air. Le mercredi soir, la réalité s'était enfin abattue sur Béatrice. Le mariage était terminé. La sympathie sur les réseaux sociaux s'était rapidement tarie et le 1er du mois approchait à grands pas. Sans mes transferts automatiques, il faisait soudainement face à un énorme paiement hypothécaire, d'énormes factures de services publics et la réalisation terrifiante que les cotisations du country club étaient sur le point d'être rejetées. J'étais assise sur mon Porsche avant, regardant Hazel dessiner avec des craies colorées sur l'allée lorsqu'une berline de luxe familière s'est arrêtée sur le trottoir. Mon estomac s'est noué. Béatrice est sortie de la voiture. Elle ne portait pas sa tenue immaculée habituelle du country club. Elle avait l'air légèrement ébouriffée, ses cheveux non coiffés, et elle portait une grande boîte métallique de mes biscuits au sucre préférés d'enfance dans une main et un vieil album photo poussiéreux dans l'autre. Elle a remonté lentement l'allée, ignorant complètement Hazel, et s'est approchée des marches du Porsche. Quand elle a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient remplis de grosses larmes très étudiées. « Valérie » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante d'une fragilité fabriquée. « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler ? J'ai apporté tes biscuits préférés. J'ai trouvé de vieilles photos de toi quand tu étais petite. S'il te plaît, ne détruis pas cette famille pour un stupide malentendu au restaurant. » Je me suis levé, croisant les bras,
l'empêchant physiquement de monter sur mon Porsche. C'était une performance incroyable. Si je n'avais pas passé 34 ans à étudier ces tactiques de manipulation, j'aurais pu vraiment croire qu'elle était désolée. Mais j'ai vu clair dans ses fausses larmes. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait du paiement hypothécaire dû dans exactement 5 jours. Il ne s'agissait jamais d'un seul malentendu. Mère, ai-je dit, gardant ma voix plate et totalement dépourvue d'émotion. Il s'agit de 30 années de contrôle émotionnel absolu. Il s'agit de 30 années où je n'ai eu de valeur pour toi que lorsque j'étais financièrement utile. Il s'agit du fait que je me suis effacé pour que tous les autres membres de cette famille restent à l'aise. Elle a laissé échapper un halètement sanglotant dramatique, laissant tomber le lourd album photo sur le béton. Il a atterri avec un bruit sourd. Les résidents qui promenaient leurs chiens de l'autre côté de la rue se sont arrêtés pour regarder alors qu'elle éclatait en larmes bruyantes et théâtrales juste là dans mon allée. « Je suis ta mère », a-t-elle gémi, serrant la boîte de biscuits contre sa poitrine. « Je t'ai porté. Je t'ai élevé. Comment peux-tu être aussi incroyablement cruel ? Nous allons perdre la maison, Valérie. Nous sommes à 30 jours de la faillite absolue. Et voilà, la vérité absolue enfin traînée au grand jour. Cela ressemble à un terrible problème financier, Béatrice, ai-je répondu calmement. Mais ce n'est plus mon problème. Tu dois quitter ma propriété tout de suite ou j'appelle la police et je te fais formellement inculper pour intrusion. Elle a cessé de pleurer instantanément. Les larmes ont disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le numéro de la mère pathétique et vulnérable s'est évaporé et son visage s'est contorsionné en un masque de haine pure et vicieuse. Elle a finalement compris que la manipulation financière ne fonctionnait plus. Le puits était complètement à sec. Elle s'est retournée sans un mot de plus, a marché jusqu'à sa voiture, a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé, et est partie à toute vitesse dans la rue. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue, j'ai ramassé l'album photo tombé et je l'ai jeté directement dans la poubelle extérieure. Pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas cédé. J'ai entendu les détails embarrassants complets sur le jour du mariage de Cassandra bien plus tard par la rumeur de la famille élargie, principalement de cousins qui étaient beaucoup trop impatients de faire des commérages sur le désastre absolu dont ils avaient été témoins. Sans mon acompte de 50 000 $, l'organisateur du mariage, Marcus, avait été forcé de réduire drastiquement l'ensemble de l'événement pour correspondre au budget restant que mes parents pouvaient réellement rassembler à la dernière minute. Parce que les cartes de crédit de ma mère étaient refusées dans toute la ville, l'expérience de luxe que Cassandra avait méticuleusement planifiée pendant des mois s'est évaporée en l'espace de quelques heures. Le bœuf wagyu importé de qualité supérieure et le homard poché au beurre ont été complètement annulés. Au lieu de cela, on a servi aux invités confus un dîner de poulet très basique et incroyablement sec avec un accompagnement de légumes trop cuits. Les énormes arches florales extravagantes faites d'orchidées blanches importées ont été entièrement abandonnées. L'établissement a simplement laissé le décor générique standard de l'hôtel en place. Mais le plus grand désastre absolu de la soirée a été l'alcool. Cassandra s'était vantée pendant des mois sur les réseaux sociaux du bar ouvert de première qualité qu'elle offrait. Quand les invités sont arrivés à la réception, ils ont été choqués de trouver un très petit bar payant, géré de manière agressive, ne servant que de l'alcool de base et de la bière domestique bon marché. Selon ma cousine, Cassandra a piqué une crise absolue dans la suite nuptiale, hurlant sur ma mère assez fort pour que la moitié de l'étage de l'hôtel entende. Elle a blâmé Béatrice de m'avoir poussé trop à bout, et Béatrice a hurlé en retour, blâmant Cassandra d'être trop dépensière. La belle famille riche que Cassandra avait tant désiré impressionner est restée assise à ses tables désignées dans un silence très inconfortable, échangeant des regards gênés alors que la soirée bon marché s'éternisait. À 9.00, près de la moitié des invités avaient poliment présenté leurs excuses et quitté les lieux tôt, échappant complètement à la tension toxique qui flottait dans l'air. Ma famille avait enfin obtenu exactement ce qu'elle avait toujours voulu, un événement pour le noyau familial entièrement libre de ma présence ennuyeuse et pesante. Le seul problème était qu'ils ne pouvaient pas réellement se permettre le style de vie qu'ils croyaient mériter sans mon portefeuille posé silencieusement en arrière-plan. Après ce week-end désastreux, le silence de ma famille a été absolument total. Ma mère n'a pas essayé de m'appeler depuis d'autres numéros bloqués. Ma sœur n'a pas essayé de me contacter. Mon père est resté complètement invisible. Il savait enfin qu'il ne possédait plus absolument aucun moyen de pression sur moi. Le mensonge de l'héritage avait été violemment exposé à leurs amis et à leur famille élargie, et la honte sociale de leur ruine financière les a tenus très, très loin de ma porte d'entrée. Dans les semaines qui ont suivi,
j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils se préparaient discrètement à vendre leur grande maison de banlieue et à déménager dans un appartement beaucoup plus petit dans une autre ville. Essayant désespérément de se cacher du jugement des dames du country club qui connaissaient maintenant la vérité pathétique. Le nouveau mari de Cassandra a apparemment dû prendre un deuxième emploi juste pour rembourser les dettes de mariage restantes qu'ils avaient accidentellement contractées. Je n'ai pas tendu la main pour les aider. Je n'ai pas envoyé de chèque. J'ai simplement laissé les conséquences naturelles de leurs propres actions horribles se dérouler exactement comme elles le devaient. J'avais passé 15 ans à être leur banque privée, leur sac de frappe émotionnel et leur plus grand secret. Maintenant, je n'étais plus qu'une étrangère avec un compte d'épargne très en santé. 6 mois calmes et complètement paisibles se sont écoulés depuis cet horrible dîner de répétition. Ma relation avec mes parents est totalement inexistante. Nous ne nous parlons pas pendant les fêtes. Nous n'échangeons pas de cartes d'anniversaire. Ma sœur est complètement coupée de ma vie et je n'ai absolument aucune idée d'où vit actuellement mon père. Et honnêtement, c'est la partie la plus saine et la plus belle de toute mon existence. Samedi dernier, Hazel et moi avons passé tout l'après-midi à l'aquarium de la ville au centre-ville. C'était l'une de ces journées d'automne parfaites et fraîches où le ciel est d'un bleu aveuglant et où l'air est pur et vif. Nous avons acheté des bretzels ridiculement chers et avons marché dans les immenses tunnels de verre sombre, regardant les requins et les raies nager silencieusement au-dessus de nos têtes. Nous nous sommes finalement retrouvés debout devant l'exposition géante des méduses. La pièce était sombre, éclairée seulement par l'eau bleue fluoluminescente de l'immense réservoir cylindrique. Les méduses dérivaient lentement, flottant de haut en bas dans un rythme hypnotique et paisible. J'ai baissé les yeux vers Hazel. Elle était appuyée contre la vitre froide, son visage baigné de la douce lumière bleue. Elle souriait, un sourire vrai, authentique et entièrement insouciant. Elle est si différente maintenant. Au cours des 6 mois écoulés depuis que nous avons coupé les ponts avec ma famille, l'anxiété sous-jacente qu'elle avait l'habitude de transporter a complètement disparu. Elle ne se crispe plus le week-end, inquiète de devoir porter une robe qui gratte et d'aller à une réunion de famille où elle serait discrètement ignorée ou froidement critiquée. Elle rit plus fort maintenant. Elle dit ce qu'elle pense sans craindre de se faire dire qu'elle en fait trop ou qu'elle est trop bruyante. Parce qu'il n'y a plus de réunions de famille toxiques auxquelles assister. Notre maison semble plus légère, plus calme et infiniment plus sûre. À un moment donné, alors que nous regardions une méduse particulièrement grande flotter, Hazel a tendu la main, a attrapé la mienne et l'a serrée fort. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants et heureux, et a souri si librement que j'ai senti une énorme boule se former soudainement au fond de ma gorge. J'ai serré sa main en retour, luttant contre les larmes de joie qui menaçaient de couler. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. Briser des cycles générationnels toxiques ne ressemble pas toujours à une scène de film dramatique. Cela n'implique pas toujours des disputes hurlantes sous la pluie ou d'énormes excuses cinématographiques. Parfois, briser le cycle ressemble à un mardi soir calme et ennuyeux dans une maison sûre. Parfois, cela ressemble à des matins de week-end paisibles à faire des crêpes sans que votre téléphone n'explose avec de fausses urgences. Et parfois, cela ressemble à une enfant de 10 ans qui ne passe plus son temps à se demander si l'amour doit être mérité, acheté ou ardemment combattu. Ma famille a perdu son accès permanent à mon argent ce week-end de mariage fatidique. Ils ont perdu leur voyage gratuit, leurs vacances de luxe et leur fausse image publique confortable. Ils ont perdu la banque silencieuse qui avait financé leur délire pendant 15 ans. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux que les milliers de dollars que j'économisais maintenant chaque mois. J'ai récupéré ma vie entière. J'ai enfin cessé de confondre le sacrifice financier douloureux avec l'amour véritable. J'ai cessé de rétrécir ma propre existence juste pour que les gens qui me détestaient se sentent un peu plus à l'aise. Nous avons quitté l'aquarium alors que le soleil commençait à se coucher, peignant les toits de la ville de magnifiques nuances d'orange et de rose. Hazel tenait ma main alors que nous marchions sur le trottoir animé vers notre voiture, parlant avec enthousiasme des raies. J'ai écouté sa voix, complètement sereine et pleine de joie, et j'ai su avec une certitude absolue que j'avais fait le choix parfait. Nous n'avions plus besoin d'une place à leur table. Nous avions construit notre propre table et les seules personnes invitées étaient celles qui savaient vraiment comment aimer.